Super League en tendance Twitter, Super League, on en entend parler partout. Dans les journaux, pour le moment, ça a fait un peu la une, alors que ce n'est que du foot, entre guillemets. Et moi, ça m'intrigue depuis du coup hier, depuis que je vois les hashtags passer, et j'avais un peu difficile de trouver des articles de fond sur le sujet. Je vous avoue que beaucoup de gens semblaient scandalisés et parlaient en surface de ce qui se passait, mais il n'y avait pas vraiment d'article qui entrait en profondeur, et je suis après tombé sur cet article de Mediapart qui semble très bien résumer tout ce qu'il se passe. Et donc je vous propose, si vous êtes comme moi paumé par rapport à cette affaire de Super League de football, de écouter cet article. Super League de football, le hold-up tourne mal. En annonçant leur sécession pour créer une compétition fermée, 12 grands clubs européens ont suscité une déferlante d'indignation. Leur projet s'inscrit pourtant dans le droit fil de la libération du football ces dernières années. Voilà, moi c'est exactement ce que j'ai compris. Je l'ai vu passer d'abord parce que l'Union belge de football en Belgique semblait être contre, l'UEFA aussi, et je me suis rendu compte quand même du poids de cette décision, compris, pour résumer de ce que j'ai compris pour le moment, c'est 12 clubs européens qui ont décidé de faire une ligue à part, donc une ligue en dehors des trucs officiels de la FIFA, de l'UEFA, et ça fait évidemment scandale parce que le but, ce serait de gagner plus de tunas. Et, et du coup, évidemment, ça fâche des gens, hein. L'argent, ça fâche ceux qui vont y perdre peut-être là-dessus. Un coup de force qui conclut 23 ans de coup de bluff et, s'il aboutit, une révolution pour le football professionnel européen. En annonçant aux 12 coups de minuit entre dimanche et lundi la création d'une Super League privée affranchie des institutions sportives, 12 clubs parmi les plus prestigieux du continent ont déclenché un séisme dont les conséquences sont pour l'heure incalculables, mais qui semblent d'abord les ébranler, eux. Et c'est vrai que pour le moment, l'UEFA leur a dit, alors si vous faites ça, vous êtes banni de toutes les compétitions, vos joueurs aussi, indépendamment, sont bannis. Et on parle quand même de 300 à 400 joueurs qui coûtent des fortunes parce que c'est dans les plus grands clubs européens. Donc ce n'est pas rien. Et c'est banni, mais genre à vie quoi. C'est plus jamais ils pourront participer à une compétition. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, c'est quand même quelque chose là qui se passe. On peut pas passer à côté. L'historique Ligue des Champions pourrait ainsi cohabiter dès l'été 2022 avec cette Super League composée de 15 clubs fondateurs, membres permanents. 12 sont donc connus, 6 anglais, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Arsenal, 3 espagnols, Real Madrid, FC Barcelone, Atlético de Madrid, et 3 italiens, Juventus de Turin, AC Milan, Inter Milan. Le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain ont pour l'heure décliné en jouant la carte du loyalisme. Le Borussia Dortmund pourrait faire le 15e. 5 autres équipes seraient invitées chaque saison pour compléter le plateau selon des modalités encore obscures et participer à une compétition en 2 phases. Financée par la banque JP Morgan à hauteur de 3,5 milliards d'euros, selon différentes sources, elle garantirait à ses participants des revenus très significativement supérieurs à ceux de la Ligue des Champions, avec un gâteau beaucoup plus gros à diviser en beaucoup moins de parts. Un gâteau garanti année après année. Donc c'est voilà, là on rentre purement et simplement dans le fric, hein, dans la tunasse comme on l'aime. Je suppose que, alors, vu les corruptions qu'il y a eu à la FIFA, vu les corruptions qu'il y a eu dans les institutions footballistiques ces dernières années, j'ai envie de dire que c'est pas trop étonnant qu'il y en ait qui disent bon ben en fait nous on trouve que vous gagnez trop de thunes pour pas faire grand chose, donc cassez-vous, on s'occupe nous-mêmes de gérer le football, de gérer les compétitions. Donc d'un côté c'est pas trop mal qu'ils fassent ça parce que ça va mettre un coup de pied quand même dans cette fourmilière de fric et qui est enfin quand même assez dégueulasse sous certains aspects, voilà. Moi, j'aime bien regarder la Coupe du Monde, pour la parenthèse. L'Europe, j'aime bien regarder voilà, la Belgique jouer, moins la France. Non, mais j'aime bien regarder, je veux dire, les clubs nationaux jouer. Mais par contre, c'est vrai que je suis beaucoup moins sur les clubs de ville, je sais pas comment on appelle ça, les compétitions plus classiques.
Et c'est vrai que je trouve, enfin, quoi qu'il arrive, même dans les compétitions justement internationales, parce que je parlais de la FIFA, eh bien, il y a quand même des gros problèmes de fric qui sont assez dégueulasses. Et quand on voit les joueurs parfois combien ils coûtent, c'est vraiment indécent. Il n'y a pas d'autre mot que indécent, quoi. Trahison, des aveux et pyramides qui coulent. Depuis un premier projet révélé en 1998, la création d'une ligue privée est un serpent de mer. Régulièrement agité par les clubs les plus riches, une mouture précédente avait été dévoilée par les Football Leagues. Elle leur a servi d'efficace moyen de pression selon un scénario bien établi. Devant la menace, le gouvernement européen du football, l'UEFA, cède aux exigences des clubs et leur accorde des aménagements de sa compétition premium, la Ligue des Champions. C'est ce qui était prévu ce lundi avec une très alambiquée nouvelle formule de la Coupe d'Europe prévue pour 2024. Cette fois, le Gotha des clubs ne s'en est pas contenté. Vendredi, ses représentants avaient pourtant cautionné cette réforme. Samedi, Andrea Agnelli, président de la Juventus et de l'Association européenne des clubs, jurait à Alexander Seferin, président de l'UEFA, que les rumeurs étaient fausses. Lundi à l'aube, on le retrouvait vice-président de la société chargée de gérer la Super League et démissionnaire de l'ECA. Putain, oh là là, il a fait une de ses queues de poisson. Ah, ça a pas dû faire du bien, ça, à l'UEFA. Alexander Seferin, qui est aussi le parrain de la fille d'Andrea Agnelli, a dit de ce dernier qu'il n'avait connu personne capable de mentir aussi constamment. On peut pareillement douter de la sincérité de Florentino Pérez, président du Real Madrid, et de la nouvelle société quand il déclare à France Football que ce n'est pas une ligue pour les riches, c'est une ligue pour sauver le football. Et quand il revisite la théorie du ruissellement en évoquant une pyramide qui coule pour tout le monde, la fameuse théorie du ruissellement, que la droite adore tant. Voilà, moi cette théorie du ruissellement, je vous avouer que quel que soit le bord politique, je la trouve assez naïve en fait. C'est un peu je trouve que c'est un peu l'espoir en fait de la droite. C'est un peu comme la gauche qui espère que tout à coup en partageant, enfin voilà, c'est un peu le côté de la gauche naïve aussi qui peut croire que en partageant tout avec tout le monde qui va devenir gentil. Bah pour moi la droite c'est un peu aussi leur fausse croyance, leur fausse c'est vraiment non, c'est pas parce qu'on le voit très bien, c'est parce qu'il y a des gens qui s'enrichissent que forcément en dessous les gens s'enrichissent aussi. On a des systèmes où les gens gardent cet argent pour eux parce que pour des raisons un petit peu qui nous dépassent, je pense. Mais effectivement, cette théorie du ruissellement, ça fait longtemps qu'elle n'est plus vraie, et la ressortir pour le football, comme si tout à coup ça n'avait pas marché pour le capitalisme, mais ça allait marcher pour le football. C'est un petit peu... c'est une chimère, hein. C'est vraiment... on se fout un peu de notre gueule. Signe que les Super Ligués ne sont pas très à l'aise avec leurs créatures, l'annonce a été faite de manière aussi peu démonstrative que possible, avec au milieu de la nuit un communiqué relayé par les 12 clubs, sans autre cérémonie que le lancement d'un site minimaliste, sans aucune prise de parole publique. Au cours de la journée, en Angleterre, les lointains actionnaires des clubs impliqués ont laissé leurs entraîneurs essuyer les questions embarrassantes. Une vague massive de réactions unanimement défavorables a en effet déferlé de toutes parts, exprimant souvent autant de colère que de désapprobation de la part des supporters, de journalistes ou de joueurs, mais aussi des pouvoirs publics. Il ne s'est trouvé personne pour défendre le projet, remis dans les sondages invoqués par les sécessionnistes pour affirmer leur foi en leur modèle économique, non sans préciser qu'ils avaient aussi préparé le terrain juridique. Oui, on a quand même consulté nos avocats pour voir si c'était faisable. Ponctué de déclarations furieuses d'anciens joueurs, Roy Keane et Gary Neville ont invité les clubs à avoir honte de leur cupidité. Ce lundi épique a vu l'UEFA maintenir sa réforme et promettre des sanctions aux renégats. Les clubs concernés seront interdits de participation à toute autre compétition au niveau national, européen ou mondial, et leurs joueurs pourraient se voir refuser la possibilité de représenter leur équipe nationale. Donc c'est vraiment lourd de conséquences, l'UEFA sort directement le bazooka. Si vous faites ça, c'est fini de vous, quoi. Vraiment, vous partez, quoi. Et le truc, c'est que l'UEFA, quand même, a un poids immense. C'est aussi, moi je crois que là, quand je lis ça, je me dis aussi, ils se rendent pas compte, ces clubs riches, que s'ils sont connus et riches, c'est parce qu'ils sont forts. Certes, mais ils sont forts aussi parce qu'on les voit jouer contre toutes les équipes
des équipes d'Espagne, des équipes, voilà, on les voit jouer un peu partout. Alors si tout à coup ces équipes ne font plus que jouer qu'entre elles, de nouvelles équipes vont monter dans le monde, dans l'UEFA, et elles vont remplacer ces équipes-là. Et eux, ils seront bien avec leur Super League. Alors j'y connais rien en foot, hein, donc si vous êtes footeux et que vous êtes peut-être mieux informé que moi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais moi, ça me semble vraiment, effectivement, c'est tellement sous-estimé les petits clubs qui pourraient y voir justement une possibilité de gagner par exemple la Champions League. Et donc, pour ces petites équipes qui n'ont pas forcément toujours beaucoup de moyens, je crois qu'ils seraient bien contents qu'ils dégagent. La Confédération a reçu les soutiens de toutes les fédérations et des gouvernements, notamment britanniques et français, qui se sont exprimés. S'ils n'avaient peut-être pas prévu l'ampleur du désaveu, les promoteurs de la Super League savaient manifestement à quoi ils s'exposaient. Même mal, la Super League est engagée et la déflagration qu'elle suscite donne la mesure des enjeux. Encore faut-il rappeler à quel point ce projet vient de loin. C'est pour ça que je trouve cet article hyper intéressant, parce que moi, j'arrive un peu comme un cheveu au milieu de la soupe, et du coup, je n'ai absolument aucune idée du bazar qu'il y avait auparavant. La Ligue des Champions, conspiration pour l'inégalité. Le paradoxe est là. D'un côté, la stupeur est grande, parce que le schisme n'avait jamais été consommé. De l'autre, ce dernier constitue l'ultime étape parfaitement logique et prévisible d'un processus entamé depuis une trentaine d'années. Il constitue moins une révolution que l'aboutissement d'une révolution. La révolution libérale du football, modèle du genre, qui aurait mérité plus d'attention tant ce sport a servi de laboratoire idéologique et de terrain d'expérimentation. Le carburant de cette révolution a été la croissance spectaculaire des droits de diffusion qui a enrichi ce qui devenait dans le courant des années 1990 l'industrie du football. Or, l'histoire de la Ligue des Champions illustre parfaitement l'empilement de mécanismes d'allocation inégalitaire des ressources dans le but de maximiser les profits d'une élite restreinte tout en minimisant les risques sportifs. Là, Mediapart nous rappelle qu'on est bien sur un journal évidemment de gauche et que donc on va analyser ça sous le spectre de la gauche. Non mais blague à part, c'est très intéressant quand même comme analyse, et même si vous ne partagez pas forcément, parce que là effectivement on rentre dans des manières de penser qui sont peut-être différentes des vôtres, en tout cas moi ce que je trouve intéressant c'est que de toute façon c'est une analyse et qui a de toute façon des clés pour comprendre. Et même si après vous lisez un autre article qui dira peut-être une opinion complètement différente, parce que moi notamment j'avais vu, on va voir s'ils en parlent, mais j'avais vu que les clubs qui ont fait cette Super League sont énormément endettés, et que c'est aussi pour ça qu'ils créent cette Super League, parce qu'ils ont besoin tout à coup de renflouer les caisses, qui sont plus que vides, puisqu'elles sont endettées, et du coup, effectivement, mais quoi qu'il arrive, on arrive au bout d'un système, clairement, un système sportif, qui, comme je le disais aussi, est très bizarre, parce que acheter des joueurs 100 millions d'euros, alors que ce sont juste des personnes qui jouent, alors, enfin, ça, on a ça dans aucun autre sport, presque, hein. C'est des sommes astronomiques, quand même. C'est les plus grandes sommes dans le sport. Quand on sait qu'à côté de ça, il y a des gens, voilà, on a du mal, les États ont du mal à rembourser leurs frais, enfin voilà, ont du mal à rembourser leurs dettes, quand on sait qu'à côté de ça, bon, voilà, ça peut vraiment être débattu. Dès sa création en 1992, elle adopte une première phase de groupe qui augmente le nombre de matchs, donc les recettes de droits de télévision et de billetterie, et limite les risques d'élimination prématurée pour les grands clubs. On retrouve ceux-ci presque toujours au complet au printemps, lors de la phase dite à l'élimination directe, qui renoue avec, avec le frisson des matchs couperets. En 1997, elle n'accueille plus seulement les champions nationaux, mais commence à attribuer 3 à 4 places aux mieux classés des principaux championnats. Vertige sémantique. Il n'est plus nécessaire d'être champion pour disputer et remporter la Ligue des champions. Renforcés par un système de tête de série, ces aménagements assurent déjà un cercle hautement vertueux pour les écuries les mieux dotées, toutes anglaises, italiennes, espagnoles et allemandes. Elles revendiquent pourtant une clé de répartition des revenus plus avantageuse. C'est ainsi qu'à la même époque, l'UEFA intègre dans son calcul une part baptisée Market Pool, indexée sur le montant des droits TV versés par chaque pays. De ce fait, les clubs issus des nations où les diffuseurs consentent les investissements les plus élevés touchent des sommes supérieures indépendamment de leur parcours dans la compétition. Une efficace prime à la puissance économique aux dépens du mérite sportif. Ah mais ça par exemple j'étais pas au courant, c'est de la bonne grosse chiasse, hein. C'est tellement inégalitaire parce que alors forcément les clubs des pays les plus riches vont toujours être devant par rapport aux clubs plus pauvres. Et ça craint.
Au fil des années, le nombre de clubs et de pays représentés dans les tours finaux de la Ligue des Champions diminue constamment. Ne s'y affrontent plus, à de rares exceptions et quelques variations près, que la même douzaine de formations issues des mêmes 4 pays. Exception faite du PSG pour la France. La compétition se réserve à un cercle de plus en plus fermé. Et ça, c'est pour ça que, en fait, ces trucs de club, ça m'intéresse pas tant que ça. Moi, c'est parce qu'effectivement, je trouve qu'il n'y a pas de... Par exemple, moi, quand je joue à FIFA, parce que j'ai FIFA 21 notamment, moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est de prendre une équipe totalement pourrie et de la faire monter toutes les divisions pour arriver finalement championne de la Champions League, quoi. Et voir l'équipe du fin fond du trou du cul du monde battre le PSG, ou... bah, je trouve ça marrant, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, mais voilà, moi c'est pas non plus, voilà, je suis pas fouteux non plus. Enfin voilà, il y a aucune condescendance dans ce que je dis par rapport à ça. Chacun aime ce qu'il veut. Mais c'est vrai que moi, j'avais toujours l'impression, j'ai toujours eu un peu l'impression que c'est toujours un peu les mêmes et qu'au final, ouais, la Champions League, c'est quand tu veux voir le combat de titans, quoi. Tu veux voir les grands se battre entre eux. Mais du coup, bah c'est un peu, voilà, c'est un peu. Enfin, je sais pas, c'est toujours les mêmes, quoi. Et c'est un peu dommage, parce que ce serait cool que ça varie un peu. Et c'est pour ça que je préfère la Coupe du Monde, notamment. Elle fait aussi des perdants. La taille insuffisante de leur marché de consommateurs relègue les clubs de grands pays de football comme les Pays-Bas, la Belgique, l'Écosse ou le Portugal, auparavant installés au sommet de l'Europe. Quadruple vainqueur de la compétition reine, ah ben la Belgique d'ailleurs RPZ, hein. Quadruple vainqueur de la compétition reine, l'Ajax Amsterdam a accédé en 2019 à une demi-finale pour la première fois depuis 22 ans. Son beau parcours a été salué, mais l'équipe a été dépouillée de ses meilleurs joueurs et n'est plus sortie de la phase de groupe au cours des 2 saisons suivantes. L'enrichissement des plus riches. Bénéficiant de la corrélation de plus en plus directe entre puissance économique et résultats sportifs, les clubs riches se sont continuellement enrichis. Un phénomène documenté par l'UEFA elle-même. Les revenus des clubs du top 12 européen ont connu une spectaculaire augmentation de 1,58 milliard d'euros en 6 ans. Plus du double de l'augmentation des revenus de tous les autres clubs. Oh putain. C'est gigantesque. La moitié des recettes de billetterie dans les premières divisions européennes est réalisée par 20 clubs. L'économiste Bastien Dru relève pour sa part que la très forte augmentation des contrats de sponsoring ne concerne que les très grands clubs européens. Ces inégalités structurelles ne font de doute pour personne. L'an passé, le cabinet Deloitte s'alarmait d'une polarisation des revenus plus évidente que jamais, exacerbée au sein des compétitions nationales et internationales, à la fois par les mécanismes de redistribution financière et par les formats de qualification aux compétitions. Donc en gros, plus le club provient d'un pays riche, plus il a de revenus, plus le club gagne, plus il a de revenus. Et en fait, le problème, c'est qu'aussi ces clubs ont tellement de revenus que même si un jour une autre équipe commence à monter, le club peut racheter tous les joueurs. Et c'est là où, par contre, quand j'entends l'endettement, c'est là où je trouve que, bon, ouais, on peut pleurer effectivement sur le fait que c'est, oh, les pauvres clubs, bon, visiblement personne n'est d'accord avec ces clubs-là, mais ces pauvres clubs qui doivent rembourser effectivement des frais et ils sont endettés jusqu'au cou et ils doivent rembourser, mais d'un autre côté, ils gagnent plus que n'importe quel autre club européen, donc est-ce que ce serait pas dû plutôt finalement à une mauvaise gestion, plutôt que réellement à un endettement où c'est parce qu'elles allaient s'effondrer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'en fait, il y a eu des moments où elles auraient dû perdre. Parce qu'en fait, elles n'avaient plus les moyens, ou parce que... et là, peut-être que ça aurait pu tourner. La situation présente joue en faveur des clubs les plus riches qui étendent chaque jour davantage leur domination sportive, économique et même politique, notait en décembre 2018 le Centre international d'études du sport. La même année, Alexander Seferin, en personne, devait admettre que la polarisation des revenus entre le haut du panier et le reste des clubs s'accentue. En un quart de siècle, une puissante oligarchie des clubs s'est ainsi formée sous l'effet des dispositifs artificiels se renforçant mutuellement, dont la Ligue des Champions est un des plus efficaces. Celle-ci s'est aussi constituée en groupe de pression politique, obtenant toujours satisfaction sans jamais rassasier son avidité ni son désir d'hégémonie. Une caste d'une quinzaine de clubs domine le football européen sur le plan économique et sportif, et cette domination s'est exacerbée depuis 2010, constate Bastien Dru. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on peut faire vraiment le parallèle avec aussi les sociétés de droits d'auteur, c'est exactement les mêmes mécanismes. Ce sont des sociétés, tu ne peux pas rivaliser avec elles parce que tu n'as pas leur puissance économique. Et notamment, elles ont gagné contre YouTube quand même, hein, qui est gigantesque en Europe, et contre d'autres, hein, que ce soit Twitch, etc.
Elles ont gagné enfin, j'allais dire des procès, c'est pas des procès, mais elles ont fait passer des lois en leur faveur contre les géants qui sont les GAFAM, les GAFAM qui étaient quand même pour plus de liberté. Bon, évidemment, c'était pas juste pour les créateurs et la création, hein, bien sûr, c'était évidemment pour leur permettre à eux-mêmes, hein, YouTube, Google, je sais pas, Twitch, etc., de pouvoir gagner plus d'argent, de pouvoir économiser de l'argent et être moins responsable par rapport au contenu publié. Mais c'est vrai que ces sociétés de droits d'auteur font aussi la loi dans le milieu. Et c'est assez frustrant, c'est parce qu'elles ont déjà de l'argent, et c'est à moins que vous soyez multimilliardaire et que vous puissiez investir autant qu'elles le font dans les droits d'auteur, eh bien vous ne pourrez jamais rivaliser. Et finalement, c'est un peu la même chose ici avec les clubs européens. Ils ont tellement investi que maintenant, même politiquement, les lois, c'est eux qui décident si elles passent ou pas, puisqu'ils ont tellement d'influence et tellement de poids économique que c'est indéniable que du coup... Enfin, voilà, le monde est régi comme ça, qu'on le veuille ou non, c'est indéniable, et du coup, ça leur donne une puissance que les autres clubs n'ont pas, alors qu'elles sont pourtant majoritaires. La Super League n'est donc que le dernier stade d'une entreprise au long cours. La sécession progressive d'une élite ayant pour objectif de circonscrire la glorieuse incertitude du sport. L'aléa sportif étant forcément contradictoire avec la volonté d'assurer des retours sur investissement, la logique économique devait s'imposer à la logique sportive. D'autant que pour les milliardaires, les fonds d'investissement et les fonds souverains qui détiennent de tels clubs, la rentabilité économique ou les bénéfices d'image sont requis en même temps que les résultats sur le terrain. Une question reste pendante. Comment une révolution aussi radicale a-t-elle pu s'accomplir sans aucune résistance, hormis celle, virulente mais marginale, des supporters ultra réfractaires au foot business? Comment expliquer que l'opposition unanime au projet de Super League fasse suite à 3 décennies d'apathie générale, sinon en pointant la passivité de toutes les parties? Les gouvernements du football, UEFA et FIFA, fédération et ligue nationale, ont renoncé à gouverner, cédant à la puissance des clubs et trouvant leur intérêt dans l'accroissement de leurs propres revenus, renonçant à rétablir un minimum d'équité sportive au travers de mécanismes de régulation. La Commission européenne s'en est tenue à sa doctrine libérale, refusant de rendre concrète la spécificité des activités sportives inscrites en annexe des traités constitutionnels. Les pouvoirs publics nationaux se sont désintéressés de la question. Les médias spécialisés, qui ont trouvé leur compte dans le développement de ce football spectacle, sont restés spectateurs de transformations que, faute de consistance critique et politique, ils n'ont ni exposé, ni analysé, et encore moins désavoué. Fait extraordinaire, cette conversion libérale qui a entraîné des bouleversements majeurs et préparé le séisme actuel n'a jamais été débattue. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose de gros, de grave, c'est qu'il y a eu plein de petits trucs avant qui se sont produits, hein. Notamment quand on voit la crise de 2008, quand on voit... c'est toujours des gens qui avaient des intérêts en sachant qu'ils faisaient des choses mauvaises, qui avaient des intérêts à laisser ces choses mauvaises se passer, et qui ont au mieux pas agi, au pire continué dans leur idée dévastatrice finalement. Et ici, c'est vrai que c'est très intéressant de voir que finalement, pourquoi c'est devenu comme ça? Parce que ça profitait à tout le monde. Mais jusque quand, il y en a qui deviennent encore plus gourmands. Ça me fait vraiment penser à, vous savez, au fonctionnement des mafias. Alors, c'est pas pour, c'est pas pour dire que forcément le football c'est de la mafia, hein, je dirais pas jusque-là quand même. Mais c'est vrai que ça fait penser vraiment à celui qui veut essayer de doubler le parrain, quoi. Parce qu'il se fait, ah putain, en fait, en fait, on pourrait gagner tellement plus de thunes en faisant ça, et qui du coup, genre, hop, monte son propre business, et puis tout à coup, pouf, ça se fait front, quoi. Parce que le parrain ne voulait rien entendre concernant cette activité. Et c'est vrai que là, en lisant ça, on se dit, mais pouah, c'est... Comme quoi, c'est toujours important de... On peut être libéral, je pense. On peut être en partie libéral économique, c'est un système comme un autre, pour moi. Mais on peut pas être 100% libéral, quoi. Il faut toujours aussi avoir un côté de régulation, un côté de... Parce que sinon, quel que soit le système, moi je pars toujours de ce principe, quel que soit le système, quand il est fait à l'extrême, c'est la débâcle, quoi. Maintenant, évidemment, il faut délimiter qu'est-ce qui est l'extrême et qu'est-ce qui ne l'est pas, mais ici, je pense que c'est assez simple. La stratégie du choc et le fan chinois. La crise provoquée par la pandémie a probablement précipité la mise en œuvre de cette stratégie du choc.
D'une part, pour profiter de circonstances exceptionnelles et passer à l'acte, d'autre part, parce que la crise a particulièrement affecté certaines de ces grandes entreprises en aggravant leurs dettes et leurs déficits, à l'image d'un FC Barcelone qui fait les frais de sa gestion erratique. Si elle cumule une quarantaine de titres en Ligue des Champions, la bande des 12 subit un procès en légitimité. Tottenham et Arsenal ne l'ont jamais remporté et sont cette saison à distance des places qualificatives dans leur championnat. Inversement, il semble insupportable que des institutions comme Liverpool et le Real Madrid, qui incarnent la grandeur de la Ligue des Champions et lui doivent une part de la leur, se rallient à un projet visant à la torpiller. Reste à calculer les chances de réussite de cette Super League dont la voie semblait tracée, avant qu'elle ne soit véritablement ouverte ce week-end et apparaisse subitement plus étroite. La spectaculaire unanimité qu'elle a déclenchée contre elle, la déferlante de une hostile dans la presse de ce mardi et les menaces de sanctions suggèrent que la bataille sera brutale. De nombreux observateurs doutent de sa capacité à drainer un public suffisant, surtout après s'être aligné ses franges les plus ferventes. C'est probablement ignorer que ces clubs ne s'adressent plus prioritairement à ces dernières. Le fan chinois vaut aujourd'hui plus cher que le fan à 200 mètres du stade, regrettait l'économiste du sport Christophe Lepetit dimanche soir sur Twitter. La Super League est conçue pour un public mondialisé, jeune, formé pour elle, demandeur de joutes entre super clubs et super joueurs, prêts à consommer ce redoutable divertissement. Mais encore une fois, si on parie sur des super clubs et des super joueurs, encore faut-il que les joueurs, que ces super joueurs restent des super joueurs. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que ça va juste aller au mieux polariser. Ça va être d'un côté ceux qui sont plus fans d'un football, parce qu'en même temps, quand on voit l'attitude des super joueurs, quand on voit les super joueurs, comment parfois ils jouent, bon, bah, on a parfois plutôt envie de voir des trucs un peu plus originaux, quoi. Et je me demande si au contraire, cette Super League, quoi qu'il arrive, le fait qu'elle soit lancée n'est pas positif, parce que qu'elle s'éclate ou qu'elle réussisse, je me demande si ça va pas faire du bien au foot en fait. Parce que l'UEFA va être obligée de se remettre en question, les États aussi vont devoir prendre position, la France et donc l'Angleterre l'ont déjà fait, et au final, bah peut-être que tout ça va donner un football qui sera plus beau, un football moins dégueu, parce que d'un autre côté, il y aura moins d'argent en fait, il y aura plus de compétitivité, parce que l'UEFA sera forcée de montrer qu'elle est bien équitable, en fait, qu'elle est meilleure que ça, qu'elle n'est pas la fête que pour les grands clubs. Et d'un autre côté, justement, les petits clubs vont peut-être se dire, ah, putain, il y a enfin une chance de gagner la Champions League sans avoir de joueurs à des millions d'euros parce que c'est le meilleur du monde, quoi. Donc, honnêtement, c'est peut-être positif ce qui se passe. Peut-être que finalement, ils auto-sabotent leur système, en fait, qui voulait tant garder parce que ça rapportait plein de thunes. Alors quand je dis je dis il exprès, parce que je ne saurais même pas qui viser, hein, je dis il de manière générale. Florentino Pérez postule que la demande existe déjà pour ce football américanisé sur le modèle des ligues fermées, comme la NBA de basket, avec plus de grands matchs entre grandes équipes, organisés sous l'égide d'organisateurs affranchis des tutelles, délocalisables à volonté. Le sondage qu'il brandit évalue à 66% la part de fans favorables dans les pays concernés. Il parle de rendre plus attractif un sport qui a un siècle et demi d'histoire et a conquis la planète, suggère de raccourcir les matchs, ou évoque la fin du football des sélections nationales. Quoi qu'il advienne de ces velléités de rupture, la Super League ne serait que la continuation d'une Ligue des Champions qui n'a cessé de se rapprocher de ce modèle fermé et qui vend déjà un grand spectacle hollywoodien. L'hypothèse de négociation et d'un compromis entre les 12 et l'UEFA reste d'ailleurs très plausible. Constatant les résistances et appréhendant mieux les risques, les dissidents peuvent vite se rendre à l'évidence qu'ils peuvent ajourner leur projet tout en glanant de nouveaux privilèges. Peut-être se féliciteront-ils d'avoir un peu plus installé leur idée dans les esprits afin d'améliorer son acceptabilité pour la prochaine tentative. Peut-être, au contraire, souffriront-ils d'avoir exhibé tant de cynisme et peineront désormais à invoquer les nobles valeurs qu'ils accolent à leur club, attachement à la communauté, à la solidarité, à leur histoire. Toujours est-il que la démarche a provoqué un débat qui n'avait pas encore eu lieu et dont tout le monde s'est emparé. Elle semble même avoir réveillé les pouvoirs publics. Miracle de la Super League, la métamorphose oligarchique du football européen devient enfin un problème politique. Et là-dessus, on va le lire quand même parce que du coup, effectivement, l'auteur c'est Jérôme Latta. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il y a une boîte noire, donc c'est intéressant. Jérôme Latta est journaliste indépendant et rédacteur en chef des Cahiers du football. Il s'agit de son premier article pour Mediapart, même si on peut aussi le lire sur son blog ou le retrouver dans certains de nos débats vidéo consacrés au football
en partenariat avec les cahiers, ici par exemple. Voilà. Comme ça, vous savez d'où ça vient, vous avez toutes les sources, vous savez qui l'a écrit, et comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a rien qui est caché, il n'y a pas de faux... voilà, parce que parfois c'est reproché que des personnes avec des penchants politiques écrivent des articles et qu'ils ne le disent pas. Et ici, comme vous pouvez le constater, tout est dit. Voilà, je trouvais cet article vraiment intéressant. Maintenant, j'ai enfin, personnellement, je sais enfin de quoi parle cette Super League, quelle est cette sorcellerie. Au final, tout ce qu'on sait, c'est que c'est un moment charnier, enfin, un tournant historique dans l'histoire du football et des organisations footballistiques. Maintenant, de quel côté ça va aller? Est-ce que ça va aller vers un mieux? Est-ce que ça va aller vers un pire? Parce que évidemment, vu que maintenant ils ont vu que ça allait se foirer, est-ce que l'UEFA va en profiter pour enfin prendre ses responsabilités et se dire bon en fait on va tout réformer, ou bien au contraire ils vont trouver un compromis avec la Super League? Finalement, c'est une affaire qui sera à suivre et qui doit tous nous intéresser. Pourquoi? Comme vous voyez, il y a énormément de pognon qui est en jeu. Ce pognon, il vient pas de nulle part, hein. Les droits de télévision, etc. S'il y a des télévisions publiques, par exemple, qui achètent des droits, eh bien, c'est aussi notre pognon, en partie. Donc, faut quand même être prudent et surveiller tout ça de près, hein, tout simplement. Voilà. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à la partager, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et puis à donner votre opinion en commentaire évidemment. Et on se retrouve bientôt, hein, pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.